du budget. La On va fraude essayer de comprendre sociale. avec vous les mesures que vous allez mettre en place, l'ampleur de la lutte, de la fraude elle-même. D'abord cette question, la fraude sociale, c'est quoi ? La fraude sociale, c'est soit des cotisations sociales qui ne sont pas versées par des employeurs, donc du travail dissimulé, soit des prestations maladie qui ne devraient pas être reçues ou prises en charge par la sécurité sociale parce qu'on n'a pas le droit à l'assurance maladie. Des personnes, par exemple, qui viennent sur notre sol, qui n'ont pas accès à l'assurance maladie universelle, soit des allocations qui sont reçues alors même qu'on n'a pas droit à les recevoir pour des questions de ressources, par exemple. Mais qui sont les fraudeurs et combien sont-ils ? Il y a des évaluations qui sont faites caisse de sécurité sociale par caisse de sécurité sociale. Si on prend la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, qui verse les allocations familiales, le minimum vieillesse, les APL, le RSA, la prime d'activité, ils ont récemment produit une évaluation qui estime autour de 2,8 milliards d'euros par an la fraude aux allocations sociales. C'est l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. Et dans leur étude, ils estiment qu'il y a entre 7-8% d'allocataires qui auraient eu un cas de fraude. Ça fait autour de 900 000 personnes si on rapporte au nombre d'allocataires. Ça veut dire quoi ? 2 millions Du coup là, si j'ai pas compris, l'État va mettre le paquet pour aller capturer et choper ces fraudeurs. Y a-t-il des fraudeurs dans mon chat ? Attention les gars, je peux balancer vos blazes. Attention les gars, hein, je peux balancer vos blazes. Oulala. 800 000 euros, 800 millions d'euros d'allocs qui sont donnés à des gens qui ne pourraient pas y prétendre. C'est l'évaluation qui a été faite par la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc on voit bien. C'est des gens qui disent on est parents isolés alors qu'en fait on n'est pas parents isolés. Par exemple, ou sur le RSA, des personnes qui disent j'ai pas de ressources donc je demande le RSA alors même qu'ils ont des ressources par ailleurs. Que ce soit un travail qui n'est pas déclaré, ça peut être aussi sur du minimum vieillesse, des personnes qui le touchent alors qu'elles n'y ont pas droit, ça peut être des personnes qui touchent une allocation qui est soumise à condition de résidence en France alors qu'elles passent une partie importante de leur temps, si ce n'est la majorité de leur temps, dans un autre pays que la France. C'est ce type de fraude qui peut exister. Il y a autour de 2 milliards d'euros de fraude par an aux allocations familiales. Putain, ils vont mettre l'énergie pour ça. Pourquoi ils mettent pas l'énergie sur la fraude fiscale qui baisse 100 milliards d'euros? Pourquoi les gars? Oh là 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 là. Pourquoi les mecs? On se demande. If I speak. Ils vont rien mettre d'Ofla, ils vont rien faire. Bah ouais, ils vont rien faire. Faut attaquer ces fraudeurs qui habitent dans les HLM, qui profitent de la CAF, qui profitent du minimum vieillesse, qui quittent le pays aussi pour aller profiter ailleurs, tout en continuant aussi à récupérer de l'argent. Oh là 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 là, bro! Des milliards! Il y a 100 milliards à récupérer. 2 milliards, tu peux le faire après. Mais d'après l'État, faut pas embêter ces riches. Eh oui, faut pas les embêter, mage noir. Faut pas y toucher. Encore une fois, il n'y a pas que ça dans la fraude sociale. Il y a aussi la fraude aux cotisations sociales des entreprises. Et puis les questions plus globalement, il y a la question des fraudes aux allocations sociales, à la santé. La Cour des comptes estime que c'est 6 à 8 milliards d'euros qui sont ainsi fraudés, qui sont donc pris dans les comptes de l'État. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat global? Oui, même si encore une fois, c'est toujours dur d'avoir une estimation extrêmement précise, parce que si on savait exactement combien il y a de fraude, on saurait où elle est, on irait la chercher. Mais effectivement, c'est des ordres de grandeur qui sont avancés par la Cour des comptes, et moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de la Cour des comptes. Ça montre qu'on a des marges de progression et qu'il faut franchir une nouvelle étape, c'est ce que je propose avec le plan. On a beaucoup progressé ces 5 dernières années. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le montant des redressements, c'est-à-dire de la fraude qu'on identifie, a augmenté de 35%. C'est beaucoup. Moi, je souhaite qu'on aille encore plus loin. Et donc, dans ce quinquennat qui s'ouvre, on augmente de 100%. C'est-à-dire très concrètement que nos résultats en 2027... Vous dites pas, on va supprimer toutes les fraudes. C'est évidemment l'objectif qu'on poursuit toujours. Moi, ensuite, j'essaye d'avancer des objectifs qui sont crédibles. Sinon, on me dirait, mais vous parlez, mais comment vous allez faire, etc. Oui, mais en même temps, c'est-à-dire que vous partez déjà perdant. Enfin, non, vous partez en disant, il y a un certain nombre de trous dans la raquette, on n'arrivera pas à mettre fin à toutes les fraudes. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on part de loin. Et qu'on est parti de loin en 2017, quand on s'est attaqué à ce sujet, qu'on a progressé de 35%. Là, je veux qu'on aille encore plus loin, en doublant nos résultats en 2027 par rapport à 2022. Ensuite, dans ce plan, on lance des chantiers extrêmement structurants qui vont continuer et monter en puissance dans les années qui viennent. L'objectif, évidemment, c'est de mettre un terme à la fraude. Alors on le disait, il y a plusieurs chapitres de fraude en quelque sorte que vous avez distingués. Il y a la fraude aux prestations de santé, il y a la fraude aux cotisations, en gros le travail au noir, il y a la fraude aux allocations et puis il y a la fraude aux prestations perçues pour des gens qui ne vivraient pas en France mais qui vivraient à l'étranger. On va les prendre une par une et voir comment vous vous y attaquez. La fraude aux prestations de santé d'abord, le problème des cartes vitales. Ah, les cartes vitales. Vous dites que l'une des pistes... Je sais même pas les gars si ma carte vitale elle fonctionne encore.
Je sais même pas. À chaque fois, on me demande de mettre ça à jour. Je sais même pas si je suis affilié. Depuis que j'ai déménagé à Saint-Denis, je sais même pas. Faudrait que je me renseigne en vrai. Parce que s'il m'arrive une dinguerie que ma carte vitale, elle marche pas. Bizarre, hein. C'est de fusionner carte vitale et carte d'identité. C'est une piste ou c'est une annonce véritable? Est-ce que ça va être fait? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a encore quelques années, le sujet en France, c'est qu'on avait des cartes vitales en trop. C'est-à-dire des cartes vitales qui circulaient et qui, en réalité, ne correspondaient pas à des assurés qui avaient le droit d'avoir une prise en charge de leur maladie en France. Ces dernières années, on a désactivé 2 300 000 cartes vitales en trop. Ça veut dire qu'il y avait... Pardon, oui. C'est quand même colossal. Il y avait 2 300 000 cartes vitales. C'était pas juste un fantasme, c'était une réalité. Quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, oui. Alors, en partie, pour être très précis, il y avait des doublons, notamment des personnes qui auparavant avaient été au RSI, le régime des indépendants, puis avaient basculé sur le régime général. Donc, il y avait une grosse partie de doublons. Mais on a désactivé 2 300 000 cartes vitales dans le premier quinquennat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il n'y a plus de fausses cartes vitales ou de cartes vitales qui ne correspondraient pas à un assuré? Il en reste quelques centaines, et on s'attache évidemment à aller jusqu'au bout et à les désactiver. Mais aujourd'hui, le sujet n'est plus celui-là. Quelques centaines uniquement. Pour vous, c'est une évidence. 942 très exactement. Carte vitale, tu fraudes quoi avec? Bah, je suppose que tu fraudes, les prestations de santé, genre les médicaments, le remboursement, l'assurance maladie et tout. C'est vrai que c'est un mystère de comment frauder la carte vitale, mais je pense que tu fraudes le remboursement. Hein. Exemple, le pass Covid. Ah ouais, avec la carte vitale, ouais, je sais pas. Pour moi, je pense que la seule manière de frauder avec une carte vitale, c'est sur le remboursement des médicaments, je pense. Tu la vends à des étrangers pour qu'ils se soignent gratis. Aussi, ouais, tu peux faire un trafic de carte vitale aussi, ouais. Ouais, tu peux faire un trafic de carte vitale. Hein. Selon le rapport de la mission d'inspection générale des affaires sociales. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est des cartes vitales qui sont utilisées par des personnes qui n'ont pas le droit à se faire rembourser leurs soins. Parce que les chiffres, quand vous dites 942, c'est ultra précis. Ouais. Ça veut dire que vous arrivez à ce degré de précision. Oui, parce qu'il y a une mission de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances qui a travaillé sur ce sujet, qui a pris les données aujourd'hui des cartes vitales et qui les a croisées avec les données de l'INSEE des recensements. Il y a un chiffre aussi qui circule qui dit qu'il y a 58 millions de cartes vitales actives. Ouais. Ça, c'est ce que dit la Cour des comptes en mai 2023 et qu'il n'y aurait de porteurs réels que 55,4 millions. Donc moi, j'arrive pas aux 900. Non, parce qu'en fait, là, la Cour des comptes s'appuie sur un fichier qui s'appelle, on va rentrer dans de la technique. Oui, mais moi, je voudrais quand même comprendre. Vous avez raison. Le SNIRAM, qui est un fichier où il y a un certain nombre de personnes, notamment les enfants, les ayants droit, qui sont comptés 2 fois puisqu'ils sont comptés pour chacun de leurs parents. Donc moi je pense que ceux qui peuvent faire la lumière sur ce sujet-là, c'est l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances, qui a un rapport qui va être publié, qui a déjà commencé à l'être puisque je crois que votre antenne l'a sorti, qui montre classe d'âge par classe d'âge. Combien de personnes ont droit à une carte vitale et combien il y a de cartes vitales qui circulent. Ça permet de faire la transparence sur ce sujet-là. Une fois qu'on a fait cette transparence, une fois qu'on a fait ce travail, en gros, de vérifier qu'une carte vitale égale véritablement un assuré, vous voulez fusionner, donc carte vitale, c'est rajouter une puce de carte vitale sur la carte d'identité. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? Oh, c'est pas une bonne idée, ça? Non. Carte d'identité égale carte vitale. Pourquoi pas, en vrai, non? Ce serait stylé, ça m'éviterait d'avoir beaucoup de choses dans le portefeuille. Des cartes vitales, des passeports, cartes d'identité. Bon, passeport, c'est un peu logique, mais... En vrai, l'idée n'est pas con. Non, c'est pas bon du tout. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi tu serais contre? On va être suivi partout, putain. Un peu de flicage. Ah ouais? Vous le voyez mal comme ça? Jure, en Belgique, vous avez ça? Mais non! Ça se fait en Belgique et ça marche bien à ce qui paraît. Putain, mais c'est stylé, ça! Ma carte d'identité, c'est ma carte vitale. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! C'est que vous avez des personnes, mais non, ça peut arriver, qui viennent en France pour se faire soigner et qui utilisent une carte vitale qu'on leur prête ou qu'on leur loue. Bref, une carte vitale qui n'est pas la leur. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des cartes vitales sur lesquelles il n'y a pas de photo, par exemple, puisque c'est des cartes vitales anciennes qui ont été gardées. Il n'y a pas de date de péremption. À partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Certains avaient mis en avant la carte vitale biométrique. La mission de l'IGAS et de l'IGF qui a été réalisée écarte cette piste-là. La CNIL y est opposée, ça coûte très très cher. Et par ailleurs, il y a des enjeux pratiques réels. Les médecins vous disent, on n'a pas le temps, nous, de prendre les empreintes digitales de nos patients. Et par ailleurs, c'est pas totalement notre rôle. Puis quand vous êtes malade, que vous êtes cloué au lit, que vous avez besoin de médicaments, en général, vous envoyez quelqu'un, un de vos proches, chercher les médicaments. Ouais. Si vous devez donner vos empreintes digitales à la pharmacie, on voit que c'est compliqué. L'autre piste qui est mise en avant par cette mission d'inspection qui a été réalisée, c'est effectivement de faire migrer la carte vitale sur la carte d'identité. C'est-à-dire que sur la puce de votre carte d'identité... Mais j'ai toujours pas compris, Gabriel Attal, si c'est une option ou si c'est une décision que vous avez prise. Ça va être fait. C'est ce vers quoi on souhaite aller, bien sûr. Mais non, on souhaite, on va
Bien sûr, c'est ce vers quoi on va aller, si vous préférez que je le dise comme ça. Bah oui, je voudrais savoir. Et maintenant, quand la question, c'est comment et quand. Et vous avez raison, parce que l'enjeu... Mais jure, on va copier les Belges. Jure, on va copier les Belges, on va être comme vous. Pour une fois qu'on est les suceurs. Alors qu'à l'inverse, c'est toujours les Belges qui copient la France. Maintenant, mais non. Pourquoi pas? Moi, j'arrive pas à me dire pourquoi c'est une mauvaise décision. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'arrive pas à me poser la question de pourquoi c'est une mauvaise décision. Pour l'instant, si ça se passe bien en Belgique, bah, ça peut très bien se passer en France. Hein. Enfin, quel est le problème? Évidemment, c'est que ce chantier-là ne se traduise pas par des difficultés concrètes pour des Français. Il y a aujourd'hui des difficultés pour avoir une carte d'identité. Hier soir, j'ai regardé, en effet, ne serait-ce que moi, dans ma commune, si je voulais refaire juste une carte d'identité simple, hein, sans la carte vitale fusionnée avec, le premier rendez-vous qu'on me donne, c'est le 27 juillet. Oui. Donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. C'est pour ça qu'on va pas appuyer sur le bouton entre guillemets et faire cette bascule du jour au lendemain, alors même qu'aujourd'hui il y a encore des difficultés pour avoir une carte d'identité. Donc ça ne peut s'envisager. C'est largement théorique en fait. Non, pas du tout. Ça ne peut s'envisager que quand on sera revenu à la normale. Mais on va revenir à la normale. La première ministre a annoncé des moyens très importants pour réduire les délais. Ils ont déjà commencé à être réduits. Ensuite, ça veut dire que vous imaginez à quand? Vous imaginez quoi? Dans 6 mois, on peut imaginer un début? Non. Je lance là cet été une mission de préfiguration qui doit nous dire quel calendrier est possible, quelles modalités sont possibles. Je lui demande qu'elle nous remette son rapport avant la fin de l'année pour qu'on regarde quelles sont les modalités et quel est le calendrier pour y arriver. Si on reprend les choses, ça veut dire que vous commencez à dire que ce serait une bonne idée. D'ici la fin de l'année, on va vous dire si c'est réaliste. Non, et ça veut dire que ça ne sera véritablement fait que quoi, dans 2 ans? Je ne crois pas du tout, puisque le rapport que j'évoquais tout à l'heure, dont vous avez eu une copie, entre guillemets, et que vous avez diffusé ce matin, précisément montre que c'est possible. L'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale des finances dit c'est possible. Sur le calendrier, sur les modalités. Aujourd'hui, c'est ce qui existe en Belgique, c'est ce qui existe au Portugal, au Portugal aussi, en Suède. Je veux bien qu'on ait plein de problèmes en France, qu'on dise en permanence qu'il y a des choses qui sont impossibles. C'est possible en Belgique, au Portugal, en Suède. Une carte, une puce qui marche pour la carte d'identité et pour la carte vitale. Qu'effectivement, pour les Français, ce qui est compliqué, c'est qu'ils n'arrivent déjà pas à avoir un renouvellement de passeport, évidemment, donc ils auront du mal à y croire. C'est pour ça que ça ne pourra s'envisager que quand les délais seront revenus à la normale, et ils vont revenir assez rapidement à la normale. Le ministère de l'Intérieur a l'air d'avoir des doutes. Ils disent ce matin, c'est l'agence France Presse qui l'explique, on découvre la mesure de la fusion carte vitale, carte d'identité, qui est manifestement techniquement impossible à mettre en œuvre et pour laquelle la CNIL est de toute façon profondément opposée. Mais ça, c'est pourquoi c'est impossible? Attends, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est impossible? Il y a d'autres pays qui ont réussi à le faire. Pourquoi nous, on est toujours les attardés du monde? Genre, je comprends pas. Propos anonymes, je sais pas trop d'où ça sort. Dans le rapport de maintenant, mais ouais, Trac, je comprends pas. À l'agence France Presse. Et j'ai entendu Mathieu Croissando de votre antenne qui s'est exprimé juste avant cette interview, qui citait le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, qui dit que le ministère de l'Intérieur, que les services du ministère de l'Intérieur, ils sont favorables, et que la CNIL y est favorable aussi, qu'elle est opposée à la carte vitale biométrique. Bien sûr. Maintenant, le feu vert le plus important, c'est comment est-ce qu'on le fait, dans quel calendrier et avec quelles modalités. Il y a une chose qui est frappante dans votre pré-rapport et votre plan, c'est que vous précisez que les fraudeurs, enfin vous commencez par dire que les fraudeurs, c'est pas forcément les étrangers ou les plus modestes, comme une partie de la droite ou de l'extrême droite aurait voulu le faire croire, même si vous leur faites quand même un peu plaisir en leur disant voilà, nous aussi on s'attaque à ça. Vous parlez d'abord des professionnels, c'est-à-dire des patrons qui déclareraient pas leurs employés, des médecins ou des pharmaciens qui frauderaient la Sécu. Et moi, je m'intéresse Ah bon, les médecins, vous êtes dans ça, les médecins, les pharmaciens. Ah bon, vous êtes des fraudeurs aussi. Je cherche les fraudes, pas les gens qui sont derrière les fraudes. Donc je regarde où est-ce qu'il y a des fraudes et j'essaye d'apporter des réponses. Effectivement, sans stigmatisation, sans instrumentalisation, comme ça peut être le cas de certains partis politiques et de certains responsables politiques. Et je vais vous dire, même quand on parle d'allocation sociale, vous avez des bénéficiaires qui peuvent eux-mêmes être victimes. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a démantelé un réseau de faux RIB lituaniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez des bénéficiaires du minimum vieillesse, des personnes âgées qui avaient droit au minimum vieillesse, qui ont vu leur compte piraté sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le RIB a été remplacé par un RIB d'un réseau mafieux qui captait leur allocation sociale. Donc là aussi, on prend des mesures pour lutter contre ce phénomène. Donc la fraude, y compris sur des allocations, ça peut aussi être des réseaux mafieux organisés, parfois venant de l'étranger, qui s'en prennent à des bénéficiaires français qui ont tout à fait le droit de recevoir des allocations. Avant de passer aux fraudes aux cotisations et aux fraudes aux allocations, un mot encore sur les questions de prestations de santé. Vous invitez à une forme de délation, c'est-à-dire que les bénéficiaires d'actes de santé, on va leur demander si oui ou non leur médecin les a vraiment soignés. Non, alors l'an dernier, on a déconventionné
Ça veut dire qu'on a retiré du remboursement de l'assurance maladie 5 centres de santé dentaires, ophtalmologiques notamment. Pourquoi ? Parce que ce sont des centres de santé qui facturaient à l'assurance maladie des actes qui n'avaient jamais été réalisés sur des patients, qui surfacturaient pour plusieurs millions d'euros. Mais là, vous allez demander aux patients eux-mêmes de dire si oui ou non ils ont été soignés. On va mettre en place un système pour que quand des patients sortent d'un centre de santé, un centre dentaire, un centre ophtalmologique, ils reçoivent un SMS avec la liste des actes qui ont été facturés à l'assurance maladie par ce centre de santé, qu'effectivement, s'ils voient qu'il y a des actes qui ont été facturés pour leur compte à l'assurance maladie alors qu'ils n'ont jamais été pratiqués sur eux, ils puissent le signaler, ce qui permettra à l'assurance maladie d'orienter ses contrôles sur ceux qui fraudent vraiment. Moi, je veux aussi qu'on allège la pression des contrôles sur des professionnels de santé libéraux, des médecins, des kinés, des infirmières par exemple, qui se retrouvent contrôlés par l'assurance maladie alors qu'il n'y a pas vraiment de raison et il n'y a pas eu de signaux qui indiquent qu'ils frauderaient. Donc il faut cibler sur ceux qui fraudent de manière importante. 70% des fraudes viendraient des professions. Les professions. Attends, mais what? Je savais pas que les professionnels, ils étaient vraiment dans ça, genre. Il y a beaucoup de mecs fraudeurs comme ça. Putain, c'est ouf. De professionnels, en tout cas. Hein. On a aussi, l'an dernier, 70%. Identifié une soixantaine de pharmacies pour lesquelles il y avait eu des facturations de tests antigéniques à l'assurance maladie qui ne correspondaient pas à des tests antigéniques qui avaient été faits sur des patients pour un montant de 58 millions d'euros. C'est près d'1 million d'euros en moyenne par pharmacie concernée. Donc encore une fois, moi je stigmatise pas, je dis pas que tous les professionnels de santé ou tous les pharmaciens, tous les centres de santé fraudent. Je dis qu'il y a des fraudes et qu'il faut les identifier, qu'il faut y répondre. Parce que c'est le meilleur moyen de redonner confiance aux Français dans notre modèle social. Moi, c'est ça qui m'importe, indépendamment des questions budgétaires, des moyens. Je veux que les Français gardent la confiance dans leur modèle social. Et le meilleur moyen d'avoir confiance dans le modèle social, c'est de garder le contrôle sur notre modèle social, en reprenant le contrôle sur ce qu'on donne et à qui on le donne. Gabriel Attal, il y a donc la fraude aux prestations de santé, on vient d'en parler, la fraude aux cotisations, en gros, c'est le travail au noir, c'est-à-dire ce sont des patrons qui ne déclarent pas leurs employés, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires non déclaré, voilà ce que vous dites notamment. Hier, je recevais Alain Fontaine, qui est le représentant des restaurateurs. Il disait, on a un vrai problème, c'est comme les travailleurs dans nos cuisines, dans nos salles, ne vont pas être déclarés. Ils devaient être régularisés. Ça faisait partie de la loi immigration. Vous dites que ce ne sera plus le cas. Il dit, on va se retrouver à prendre des risques colossaux, à devoir avoir des employés qu'on ne déclarera pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire d'un côté ce que vous détricotez de l'autre? Non, moi je ne dis pas que ce sera plus le cas. La réalité, c'est qu'on le sait, et les restaurateurs, les artisans et beaucoup des Français. Mais nous, on ne demande qu'une chose, c'est justement que tout ça soit régulé. Mais beaucoup des Français qui nous écoutent le savent. On a besoin évidemment d'une part d'immigration pour notre économie. Il y a aujourd'hui des métiers dont on le sait, ce sont des personnes immigrées en France qui travaillent, qui s'intègrent dans notre pays et qui permettent à cette économie, à ces métiers-là de tourner. Et donc ça fait partie des débats qui auront lieu sur le projet de loi immigration. Moi, je n'ai pas du tout connaissance qu'on renoncerait à ce volet-là de notre politique en matière d'immigration qui est évidemment très important. Fraude aux allocations, la CAF, le RSA, la prime d'activité. Alors il y a 3 mesures principales. Le 1er juillet, il n'y aura plus aucune allocation versée sur un compte qui serait domicilié à l'étranger. Oui. Il y aura une condition de résidence en France. Ah ouais, dès que t'es à l'étranger, t'as plus droit à la prestation sociale. C'est ce que je viens d'entendre là. Ok. Là pour le coup, c'est pas de la fraude, mais c'est un durcissement des règles qui jusqu'à présent était de 6 mois et qui désormais sera de 9 mois. Dans l'année, ouais. Et puis il y a l'idée de pouvoir 9 utiliser mois pour toucher les fichiers PNR. Ce sont les fichiers des voyageurs pour les vols des avions, mais aussi du ferroviaire et du transport maritime pour vérifier que les bénéficiaires sont bien en France minimum 3 mois par an. Sauf que dans le même temps, 9 mois par an et donc maximum 3 mois à l'étranger. Mais dans le même temps, la Cour de justice de l'Union européenne a annoncé qu'elle allait restreindre drastiquement l'utilisation des fichiers PNR. Est-ce que là, vous ne faites pas une sorte d'effet d'annonce, mais qui ne sera suivi d'aucun fait, puisque vous le savez, la Cour de justice va retoquer cette décision? Non, parce que notre analyse juridique qui a été réalisée par nos services, c'est que les textes européens le permettent. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi avec des homologues ministres étrangers, mon homologue belge notamment, on souhaite évidemment pouvoir utiliser un certain nombre de fichiers pour lutter contre la fraude. Donc on va saisir la CNIL qui va nous dire si c'est possible ou pas. Moi, c'est ce que j'ai annoncé. Je souhaite que ce soit possible. Notre analyse, c'est que les textes le permettent. Il faut un décret. On saisit la CNIL de ce décret pour qu'elle nous dise. Je rajouterai une mesure sur la question du RSA et de la prime d'activité. C'est ce qu'on va mettre en place progressivement et pleinement en 2025. C'est le pré-remplissage des formulaires de demande du RSA et de la prime d'activité.
Aujourd'hui, l'administration est capable de connaître vos ressources. C'est comme ça qu'on fait le prélèvement à la source, par exemple. Voilà. On utilise ces informations pour pré-remplir les fichiers de demande et les dossiers de demande. Qu'il n'y ait plus de dossiers compliqués à remplir pour pouvoir demander. Ouais. Vous estimez à combien le nombre de prestations non perçues pour le coup? Là aussi, il y a des évaluations qui sont faites. Je crois que sur le RSA, une dernière évaluation qui avait été faite, c'était entre 2 et 3 milliards d'euros. Et vous rendez compte, ça veut dire qu'en réalité, quand on dit d'un côté qu'il y a entre 6 et 8 milliards d'euros de fraude, bien sûr, que sur ces 6 à 8 milliards d'euros, il y a déjà quand même une partie que vous arrivez à déceler. On estime à 1,5 à 2 milliards, si j'ai bien compris, de fraudes qui sont décelées. Donc que vous récupérez malgré tout. Si vous rajoutez à ça les 2 milliards de non perçus, finalement, ça fait pas tant que ça, quoi. Il y a quand même, encore une fois, quand on parle de... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une grande partie des gens qui sont l'inverse des fraudeurs. Bien sûr, mais vous avez totalement raison. Deux choses. 2 milliards 800 millions d'euros. Je me demande si j'ai le droit à... J'ai le droit à des prestations, moi, ou pas? J'ai le droit à quelque chose. Je sais qu'à l'ancienne, à mes débuts de stream, j'avais le droit à la prime d'activité, mais j'ai le droit à rien, je crois. Hein. Lâche ça. Faut vraiment que je lâche ça, vraiment, là. Lâche ça. Ok. Ça veut gratter. Ok, les gars. Ok, je vous laisse tout, les gars. Je vous laisse tout. C'est bon, les gars. C'est bon. Fraude, c'est l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur. C'est pas rien. Encore une fois, c'est aussi une question de confiance dans notre modèle social. Si les Français se disent notre modèle social fait l'objet de fraudes qui ne sont pas détectées et pas recouvrées, ils perdront confiance dans le modèle social. Donc je pense que c'est aussi très important, indépendamment des enjeux financiers. La deuxième chose, et vous avez totalement raison, c'est qu'il y a aussi un non-recours. Et c'est pour ça que le président de la République s'est engagé pendant sa campagne à ce qu'on aille vers la solidarité à la source, c'est-à-dire le versement automatique des aides auxquelles vous avez droit. D'ici à la fin du quinquennat, c'est un chantier très structurant. Mais la première étape, c'est ce qu'on va faire à partir du 1er janvier 2025 pleinement, c'est-à-dire... Le mec, il a quand même dit, on te donne déjà notre RSA avec tes dons, avec les dons, rapace. Mais frérot, t'es même pas sub à ma chaîne. T'es bien mignon, t'es bien gentil et tout, mais t'es même pas sub, donc t'es même pas concerné, frérot. T'es même pas concerné. Pré-remplissage de vos demandes pour le RSA et la prime d'activité. Ça permettra à la fois à des gens qui ont droit à une allocation sociale, par exemple des agriculteurs qui ont droit au RSA, qui ne le savent pas forcément, d'en bénéficier plus facilement. Et ça permettra de lutter contre la fraude. S'il y a des personnes aujourd'hui qui déclarent un montant de revenus et de ressources pour être dans le barème de certaines aides sociales, mais qui en réalité n'y ont pas droit, comme ça sera pré-rempli, elles pourront toujours modifier, mais en tout cas, elles verront qu'on a connaissance de leurs ressources. Gabriel Attal, les fraudes aux retraites payées à l'étranger à des bénéficiaires qui seraient sortis des écrans de radar, voire décédés. Alors vous dites que vous ne stigmatisez personne, mais pour autant le test, vous avez décidé de le faire, un test grandeur nature, vous avez choisi Alger pour le faire. Et là-bas, sur 1000 personnes testées de plus de 85 ans, il y en a 300 qui continuaient à percevoir la retraite alors qu'en fait ils étaient décédés. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en Algérie. Dans les médias. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet depuis plusieurs années. Donc moi, quand je suis arrivé au ministère du Budget, j'ai dit faisons la lumière sur ce sujet-là, sans en faire de la communication. Dans un premier temps, allons voir de quoi il s'agit. Donc en septembre dernier, on a envoyé 2 agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au consulat à Alger et on leur a demandé de convoquer des retraités, on va dire, quasi centenaires, autour de 100 ans, ou de se déplacer si jamais les personnes ne pouvaient pas se déplacer, pour vérifier si elles avaient effectivement toujours droit à leur pension de retraite. Pour vérifier en réalité s'ils étaient toujours en vie. Absolument. Disons les choses. Dans 30% des cas, donc 300 dossiers sur 1000 dossiers, il y avait une non-conformité. 30%. Oui. Et est-ce que vous estimez que c'est représentatif? Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a environ 30% de retraités qui sont officiellement à l'étranger, qui en réalité continuent à percevoir, en fait c'est la famille qui continue à percevoir? Non, je dirais pas ça, pour 2 raisons. D'abord, aujourd'hui, vous avez un peu plus d'1 million de retraités français à l'étranger, 1 200 000. La moitié d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, sont dans des pays de l'Union européenne, avec lesquels on a un échange automatique d'état civil. C'est-à-dire quand une personne... Ah ouais, ils sont au Portugal, Craré. Craré, les retraités, ils sont tous partis au Portugal, là, vu que la fiscalité là-bas, elle est un petit peu avantageuse. On vous voit, les retraités qui partent au Portugal, on vous voit. Les SETS, on est immédiatement informé automatiquement et on peut suspendre les droits à la retraite. Peu de chances qu'ils soient a priori, il y a quasiment pas de risque sur ces pays-là. Ensuite, il y a les pays en dehors de l'Union européenne. Et dans ces pays hors de l'Union européenne, il y en a certains avec lesquels on n'a pas d'échange automatisé. Vous allez systématiser ces tests comme vous l'avez fait à Alger sur 1000 personnes? On va lancer un programme de contrôle sur, encore une fois, les retraités qui résident dans des pays étrangers avec lesquels on n'a pas d'échange automatique d'état civil et qui ont plus de 85 ans sur le quinquennat. Plus de 85 ans. Plus de 85 ans. Parce qu'on dit qu'à cet âge-là, il y a
plus de chances parce qu'il y a des questions d'espérance de vie et que statistiquement, c'est l'âge à partir duquel on estime qu'il peut y avoir des cas où c'est non conforme. Après, encore une fois, je ne stigmatise pas non plus. Il y a beaucoup de retraités français qui vivent à l'étranger, qui ont parfaitement le droit de vivre à l'étranger, de toucher leur retraite, de profiter de leur vieux jours. Vous faites hyper gaffe, mais vous êtes un peu sur une ligne de front. C'est-à-dire que je crois qu'on l'est toujours quand on voit bien. Vous avez commencé par faire le plan de lutte contre la fraude fiscale, il y a quelques l'air semaines. de dire on n'est pas les présidents des riches. Là maintenant, vous faites le plan de lutte contre la fraude sociale, et on voit bien que vous faites très attention. Vous continuez à dire que vous êtes de gauche pour surtout pas qu'on puisse imaginer que vous fassiez un plan qui plairait surtout à la droite. Non, mais moi, encore une fois, c'est un ce qui entre-deux, m'intéresse, c'est de regarder où sont les fraudes et d'y répondre. Que ce soit 1 euro non payé aux impôts alors qu'on devrait le payer, ou 1 euro de prestations reçues alors qu'on n'y a pas droit, c'est 1 euro en moins pour la solidarité nationale, alors même que les Français, la classe moyenne qui travaille, qui paye ses impôts, elle attend quand même qu'on ait des services publics qui soient financés et qui fonctionnent, encore une fois. Donc moi, je cherche pas à instrumentaliser ou à stigmatiser qui que ce soit. C'est vrai que c'est toujours des sujets sensibles, je le dis, y compris quand on est responsable politique. S'exprimer sur un certain nombre de faits sans donner l'impression de stigmatiser ou d'instrumentaliser, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, j'essaye de le faire de manière pragmatique. Gabriel Attal, merci d'être venu sur RMC et BFM TV répondre à mes questions. Okay. Vous êtes le ministre en charge des comptes publics, il est 8h. Réponds Attal, arrête le damage control.